Dimanche 29 avril 2018, mesdames, messieurs, bonjour, les titres du journal. La banque de sang du CNHU est vide. Une pénurie s'observe depuis quelques jours dans les centres de santé. Les responsables du Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou lancent un appel aux donneurs de sang. Le CAMES, la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique, c'est le titre d'un ouvrage lancé cette semaine à Cotonou. Il est coécrit par 2 universitaires. Les séchoirs ou sèche-cheveux, des appareils électriques qui font partie du quotidien des femmes, mais leur utilisation présente des risques sur la santé. Donner du sang pour sauver des vies, c'est l'adresse des responsables du Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou aux donneurs de sang. Ceci en raison de la pénurie des poches de sang dans les centres de santé. Une situation qui augmente le taux de mortalité chez la femme enceinte et l'enfant, surtout en cette période de saison des pluies. Période fertile à la prolifération de moustiques vecteurs du paludisme. Les détails avec Océane Amoussou, Amitié Sagbidi et Christelle Tongodo. Nous sommes dans une période critique où le sang manque sérieusement dans nos centres de santé. Et les personnes les plus touchées sont les enfants et les femmes enceintes. Le sang, liquide précieux et vital, est en pénurie. Une pénurie qui s'explique par la réticence des donneurs fidèles pour des raisons diverses. Ici, à la banque de sang du Centre national hospitalier de Cotonou, certaines bonnes volontés viennent tout de même donner leur sang pour, disent-elles, sauver des vies. Ça fait 56 dons actuellement. J'ai confiance à la banque de sang parce que le sang, quand ça rentre, ça ne sort pas n'importe comment et ça ne rentre pas n'importe comment. Si cela sauve des vies, je ne sais pas. Ça peut être quelqu'un de ma famille qui aurait besoin du sang. Voilà pourquoi j'ai décidé de commencer à donner. Sauver des vies pour être sauvé à son tour. C'est le leitmotiv de ces citoyens béninois. Ils saisissent l'occasion pour appeler les autres compatriotes à s'adonner à cet exercice. Les donneurs viennent donner le sang pour que le sang soit là et au moment où on en a besoin, on le prend, on le donne. Au moment où on a besoin que le parent doit aller chercher. Des fois, c'est une question de 10-15 minutes pour passer de vie à trépas chez ces enfants-là. Or, si le sang est là, vous savez que gagner 15 minutes, ça peut permettre de sauver une vie. Il y a beaucoup la prolifération des moustiques. Les parents, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, se font piquer, et eux, et les parents, et les enfants, et le paludisme survient. Le même appel est lancé par le président de l'Association des donneurs de sang bénévoles. Il lève par ailleurs tous les doutes qui planent autour de la destination réelle des poches de sang. Toute la population âgée de 18 ans jusqu'à 60 ans peut donner le sang. Le sang qui quitte la banque de sang a une traçabilité. On peut, depuis notre service, dire telle poche de sang est allée à telle personne. Quand on dit que c'est le sang des donneurs qu'on donne au clincy ou au fétiche, c'est un faux problème. C'est vrai que des gens sont dit qu'on a trouvé des poches de sang dans la nature. Nous, on produit les poches de sang qui sont destinés à sauver des vies. Mais après avoir utilisé les déchets que constituent ces poches vides-là, ne sont pas de notre ressort pour qu'on dise si c'est de nous ou pas. Les cliniques doivent pouvoir avoir un système de gestion des déchets médicaux. Le don de sang, une preuve d'humanisme. Remplir ces banques qui sont en pénurie de sang, c'est aussi une manière de porter assistance à personnes en danger. À l'orée des 50 ans d'existence du Conseil africain et malgache d'enseignement supérieur CAMES, 2 universités ont coécrit un livre intitulé « Le CAMES, la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique ». L'ouvrage dévoile les tares au sein du Conseil. Yasmine Damata a préparé au lancement. Voici son reportage. Reconnaître l'authentification des diplômes universitaires et promouvoir la qualité de l'enseignement supérieur en Afrique. C'est la mission première du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES.
Une mission dévoyée selon certains universitaires qui, au détour d'un ouvrage qu'ils ont co-lancé, ont exposé les pratiques peu orthodoxes de l'organisation. Moïse Lalaye et Cherif Din Raimi, après plusieurs années de recherche, concluent que le CAMES est une nébuleuse. Vous verrez que c'est une analyse de ce qui se passe qu'on a reproduit. Et comment voulez-vous avoir une institution auquel aucun pays n'a adhéré, n'a signé? C'est ça qui est ahurissant. Le document qui fonde cet organisme, est-ce que le Bénin n'a jamais ratifié? Quand c'est Vincent Guédoudier qui a cessé d'être ministre depuis 1986, qui signe des documents du CAMES, qui le CAMES dit date de 2000. Vous verrez dans ce livre, il n'y a aucune allusion faite à nos propres situations par rapport au CAMES. Sur la question, les avis de l'assistance sont divergents. Nos autorités doivent pouvoir lire ce bouquin et voir si les remarques qui y sont contenues sont pertinentes, surtout dans le domaine médical. Si cette structure-là délivre des diplômes frappés de doute, ça pose un problème d'éthique. Le CAMES n'est pas que du mauvais, quoi. Voilà. Il y a certes des aspects contestables, détestables, qu'il faut impérativement améliorer, mais de là à dire que le CAMES, c'est qu'une nébuleuse qui empêche l'essor du Bénin et de l'Afrique, ainsi qu'ils l'ont dit, je pense que c'était excessif. Il faut véritablement repenser le CAMES, parce que si à entendre dire que le CAMES n'est pas légal, n'a pas un statut légal, et donc ça devient dangereux pour ce qui s'y passe. Il faut que les autorités politiques de notre pays reconnaissent, signent une convention pour adhérer au CAMES avant que le CAMES ne puisse s'imposer à nos professeurs. Il faut changer les données actuellement. Et l'école béninoise aujourd'hui est une école française au Bénin, inadaptée aux réalités béninoises. Et dans le CAMES en est une expression. C'est pour ça que je dis ceci. Loin de moi l'idée de prétendre qu'il n'y a pas de bons cadres formés au CAMES. Non, il y en a. Mais l'idée, la philosophie qui sous-tend le CAMES, il faut la changer. L'ouvrage de plus de 179 pages est un condensé d'analyse. Il est subdivisé en deux thèmes, dont le CAMES, une institution sans visage, et le CAMES, le mal à conjurer immédiatement. Je l'annonçais dans les titres, on en retrouve dans les salons de coiffure, aussi bien hommes que dames. Le séchoir à cheveux est un appareil électronique dont le principal rôle est de sécher les cheveux au moyen d'air chaud. Son utilisation n'est toutefois pas sans conséquences sur la santé. Ce reportage de Polycarpe Onsou et de Auréal Ayeyon nous en dit plus sur l'utilisation de cet appareil. Et là, je suis en train de tenter une nouvelle coupe de cheveux. J'essaie de boucler le haut de mes cheveux. Donc là, je suis actuellement sous le séchoir. Il en a environ pour une bonne vingtaine de minutes. La tête est dans un séchoir actionné à une température d'environ 70 degrés. C'est le prix à payer par Félix pour obtenir la coupe qu'il désire. Comme lui, nombreux sont ses clients dont la satisfaction nécessite l'usage de cet appareil électromécanique qui a un rôle bien précis. Bon, le séchoir, je crois que son objectif premier, c'est ça. C'est de sécher les cheveux après avoir bouclé les cheveux ou après avoir mis l'eau dans les cheveux. On a besoin des cheveux sans l'eau. On les sèche d'abord. Donc le matériel nous permet d'avoir les cheveux secs tout de suite. On en dénombre différentes sortes, mais les plus utilisées en tout cas à Cotonou sont le séchoir à main, celui mural et le séchoir sur trépied. La température varie selon la quantité et la qualité des cheveux. L'utilisation du séchoir permet de gagner du temps, mais derrière cet avantage se cachent bien des risques, notamment sanitaires. Effectivement, il y a des clients qui se plaignent parfois de maux de tête et d'yeux à leur sortie du séchoir. Conscients de la situation, les responsables de salons de coiffure jouent à la carte de la prudence et de l'anticipation.
Des mots, oui. Et il y a des gens qui souffrent de l'hypertension oculaire. Donc, on leur dit souvent à l'hôpital de ne pas rester sous chaleur intense. Donc, quand elles viennent ici, nous essayons de réduire la température pour que cela ne leur crée pas de dommages. Ceux qui souffrent des maux de tête, de la migraine chronique, donc, on essaye, quand elles viennent, réduire le séchoir à une température où cela ne puisse pas les agresser. Et puis le séchoir a de thermostat, quelque chose qu'on appelle thermostat. Donc dès que tu mets ça à 35 degrés ou bien à 1 degré donné, ça le stabilise. Dès que ça monte jusqu'à arriver au degré où tu l'as réglé, arrivé au degré, ça chute de lui-même jusqu'à ça redescend. Le séchoir est ancré aujourd'hui complètement dans les habitudes. Très peu de salons de coiffure s'en passent. Toutefois, mal utilisé, même le plus performant des séchoirs peut endommager la chevelure. Les fruits et légumes qui proviennent du Cameroun pourraient bientôt être interdits d'accès sur le marché européen. Ceci à cause de leur qualité douteuse et surtout des failles observées dans le système national de contrôle sanitaire et phytosanitaire. Selon des contrôleurs, d'importants volumes de résidus et autres substances nocives sont contenus dans ces fruits et pourraient avoir des impacts aussi bien sur la santé que sur l'environnement. Toutefois, les tenants de cette industrie multiplient des actions visant à améliorer le système de contrôle pour ne pas couper les ponts avec l'Europe. Au Maroc, la récolte de céréales devrait frôler les 100 millions de quintaux cette année, soit bien plus que les prévisions du projet de budget. Le département de l'agriculture annonce une récolte céréalière en croissance de 3% par rapport à la campagne précédente. 98,2 millions de quintaux de céréales seront récoltés des champs marocains, dont près de la moitié de blé tendre. Ce niveau de production a été réalisé sur une superficie emblavée de céréales étalée sur 4,5 millions d'hectares. Ce résultat est obtenu grâce à la forte réactivité et la capacité d'intervention des agriculteurs qui ont réussi à rattraper le retard du démarrage de cette campagne et de valoriser au mieux les conditions climatiques. La loi de finances tablait sur une progression du PIB de 3,2% sur la base d'une hypothèse d'une campagne céréalière à 70 millions de quintaux. Le secteur agricole représente près de 14% du PIB du pays. Ouverture ce week-end du Grand Hôtel Dieu de Lyon, un ancien hôpital qui a subi une rénovation quasi totale pour être transformé en un lieu mêlant commerce, hôtel grand luxe et cité de la gastronomie. Reportage. En France, une bâtisse qui servait d'hôpital, le plus ancien de la ville de Lyon, a connu la plus grande réhabilitation. Elle se reconvertit en hôtel de luxe après 3 ans et ouvre ses portes, devenant le Grand Hôtel Dieu de Lyon. Inscrit au patrimoine mondial, il constitue un chef-d'œuvre architectural. Au XXe siècle. Donc l'esprit de ce projet a été de retrouver en fait les volumes d'origine du passé, donc faire ce qu'on appelle du curage, c'est-à-dire enlever tout ce qui avait été rajouté par les hospices civils au cours des siècles, de retrouver vraiment des volumes, donc de supprimer notamment des planchers intermédiaires qui venaient couper les volumes en deux. Donc vraiment retrouver l'esprit des XVIIe siècle et XVIIIe siècle. La réhabilitation de l'édifice confiée à des spécialistes du métier fut un immense défi dû à la complexité des travaux qui ont mobilisé jusqu'à 800 compagnons, tailleurs de pierre, ferronniers, maçons, charpentiers, pour restaurer notamment les 40 000 m² de façade et 11 000 m² de charpente. On a fait 10 projets pour arriver à celui-ci et à être sûr que celui-ci était le bon. C'était un hôpital bien évidemment, donc c'est un lieu qui était fermé. Donc on va créer 7 ouvertures différentes et donc ensuite inciter les visiteurs à ensuite se promener de cours en cours. On a 8000 m² de cours et de jardin. Donc vraiment l'esprit est de réouvrir ce lieu sur la ville, sur la presqu'île et sur la ville. Avec sa façade monumentale côté Rhône et son grand dôme, ce nouvel écrin de l'art de vivre contemporain, constitué de constructions diverses, rend un grand hommage à la ville. Elle est faite en sorte que les Lyonnais comprennent l'histoire de l'Hôtel Dieu et sa mutation. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.